Salut Catherine. Salut Pierre. Salut Salut Pablo. Pablo. Salut, salut. Salut. Catherine, tu es la gérante de la Scope Regard. Tu es aussi architecte urbaniste, éditorialiste sur BFM, où tu seras ce soir d'ailleurs, je crois. Oui. Si on t'invite aujourd'hui, c'est parce qu'on avait envie de parler avec toi de la notion de peur dans la société. On en a beaucoup parlé ensemble, la peur que suscitent les précautions prises dans le cadre de la crise sanitaire, mais aussi cette image d'une société masquée en permanence où on est tous rappelés aux gestes barrières et toutes les recommandations qui sont émises par les directions sanitaires et les directions de la santé. Justement, à l'heure du déconfinement, toi, tu trouves qu'on prend trop de précautions alors que possiblement on serait après la crise sanitaire? Je ne dis pas exactement comme ça. C'est-à-dire, ce que je pense, c'est que on ne gère pas de manière rationnelle toute cette affaire. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de temps à réagir. On a mal réagi, c'est-à-dire qu'on ne va pas se raconter qu'on nous a raconté que les masques, les tests ne servaient à rien. Et puis, devant la difficulté devant laquelle on se trouvait, on a mis tout le monde à la maison. Ce qu'on vraiment, le confinement, c'est ce que le Moyen-Âge avait inventé. On n'a pas fait mieux que le Moyen-Âge. Et aujourd'hui, on continue, je pense aussi parce qu'on a eu très peur et parce qu'on n'a pas su gérer la crise, de faire comme si on continuait dans cette période de pandémie. Or, on est en train de sortir de la pandémie. Et alors, ce n'est pas moi qui le dis, parce que alors, pour le coup, je ne suis vraiment pas médecin, comme tu l'as rappelé. Mais par contre, les médecins le disent partout. Je veux dire, partout, les médecins disent, mais il n'y a plus de détection, ou très très peu. On va y revenir sur le très très peu, de détection de virus. On n'est plus dans la phase pandémique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout le virus, mais qu'on n'est plus du tout dans la période où le virus circule partout, à grande échelle, etc. Donc, on est sorti de cette période-là. On n'a pas encore trouvé de traitement et on n'a pas encore trouvé de vaccin. Donc, on est toujours à devoir faire attention. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout va bien. Le problème, c'est faire attention, ça veut dire quoi? Si faire attention, ça veut dire continuer de jouer la pandémie, je pense qu'on est en dehors des clous. Et je vais expliquer pourquoi je pense que ça ne va pas du tout. La première raison pour laquelle je pense que ça ne va pas du tout, c'est que ça veut dire que si la pandémie revient, on se sera décrédibilisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de virus. Alors, pourquoi tous ces gestes que nous sommes en train de faire, faudrait-il les augmenter si le virus réapparaît? Donc, il faut proportionner ce que l'on demande aux gens à la réalité du danger et de la menace. Aujourd'hui, je vous dis encore une fois, les médecins, l'autre jour, il y avait l'urgentiste d'Avicenne, le grand hôpital de la Seine-Saint-Denis, qui disait dans la journée, 90 suspicions de coronavirus qui sont venues à l'hôpital. Ils ont testé les 90, 0 cas positif. Et absolument, systématiquement, tous les médecins sont en train de vous dire, bon, hier soir, j'ai écouté Raoult, qui était interviewé sur BFM, qui disait aussi la même chose, que la pandémie était en train de se terminer. Donc, il faut qu'on proportionne nos gestes à la situation actuelle. Sans ça, on n'est pas capable de faire adhérer la population. La population ne peut pas adhérer à des gestes massifs si ce n'est pas proportionné et Et expliqué. proportionné, ça veut dire quoi, Catherine? Proportionné, ça veut Alors, dire quoi? Ça veut dire que les masques qu'on nous recommande de prendre pour aller au supermarché, voire dans les transports, dans la rue parfois, où on est stigmatisé si on ne porte moi, pas le le masque, il faut problème, arrêter tout ça? je dirais à la limite, le problème des masques, ce n'est pas tellement ça qui me soucie le plus, que chacun, en fonction de sa propre gestion de ses angoisses, mettre des masques pour se protéger. Je veux dire, j'ai rien contre, ça ne me dérange pas que les gens mettent des masques. En revanche, le fait que, par exemple, on interdise dans les parcs les jeux pour les enfants, ça me dérange beaucoup. Parce que les enfants, quand ils sont petits, ils ont besoin d'apprendre à contrôler leur corps, l'espace. Ils ont besoin d'apprendre l'équilibre. Ils ont besoin de jouer. Ils ont besoin d'être en contact. Et le fait qu'on interdise aux enfants l'utilisation de ces jeux pour un virus qui n'existe pas, enfin qui n'existe plus en ce moment de façon massive, qui de surcroît n'affecte pas les enfants, je trouve ça totalement déraisonnable. C'est-à-dire qu'on est en train de faire souffrir et d'abîmer nos enfants pour une menace qui n'est pas présente. Autre exemple, on a mis des règles de sécurité complètement pratiquement inaccessibles dans les écoles. On a
supprimer l'école obligatoire, on a dit aux parents, c'est chacun fait comme il le sent parce que le gouvernement a été tellement décrédibilisé qu'il n'a pas osé prendre la responsabilité de dire c'est le retour à l'école et c'est le retour à l'école pour tous les enfants. Oui, tu es notamment extrêmement choqué de la situation de la Seine-Saint-Denis où moins de 10% des écoles sont rouvertes. Absolument, 10% et c'est la Seine-Saint-Denis, c'est non seulement très peu d'écoles ouvertes, mais également très peu d'enfants dans ces très peu d'écoles ouvertes. C'est-à-dire ce département est celui qui scolarise le moins ses enfants. L'école doit être obligatoire pour tout le monde. Il faut rendre l'accès à l'école à tous sain, safe, je dirais, c'est-à-dire qu'on apprenne aux enfants à se laver les mains et avec du savon, ça me paraît aussi bien que d'avoir cette utilisation massive de produits chimiques avec des gels hydroalcooliques. Je trouve que tout est fait un peu n'importe comment. Donc, il faut que les enfants se lavent les mains, il faut qu'ils aillent en classe et que l'école redevienne absolument générale et obligatoire pour tout le monde. Par exemple, on interdit, on donne les mêmes règles, je dirais, aux centres de loisirs. Ça veut dire que le mercredi et le soir, les enfants n'ont pas, en fait, la possibilité de retrouver leurs activités périscolaires. Tout ça me paraît absolument déraisonnable pour les enfants. Et d'une façon générale, ce que je pense, c'est qu'on nous installe dans un climat de peur, d'inquiétude, qui nous annule nos libertés et nous rend impossible de pouvoir réagir le cas échéant. Si la pandémie redémarre, il faut être capable de dire aux gens, donc on recommence à faire un certain nombre de gestes barrières, vous limitez vos sorties, etc. Bon. Et surtout, dernier point, ce que je pense, c'est qu'il faut développer les tests. La France ne développe toujours pas les tests. On nous avait promis 100 000 tests par jour. On est mais très très loin du compte. Et la seule façon, non seulement de rétablir la confiance, d'identifier les lieux où éventuellement il peut y avoir des virus qui circulent et de pouvoir organiser dans ce cas les confinements restreints qui peuvent permettre de faire en sorte que la pandémie ne redémarre pas. Il n'y a que ça que l'on sache faire. Et tous les pays qui l'ont réalisé, alors c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Corée, donc ce n'est pas simplement les pays, je dirais, asiatiques avec des régimes autoritaires. En Allemagne, c'est comme ça qu'ils ont réussi à contenir le développement de la pandémie, mais pas seulement. C'est aussi comme ça qu'ils ont protégé les anciens. Au lieu d'empêcher les gens d'aller voir les vieux partout, on a simplement testé massivement. Et quand on était malade, on n'allait pas embrasser son grand-père. Voilà. Catherine, tu as utilisé plusieurs fois, tu as dit oui, les médecins nous disent que, et tu as généralisé la pensée des médecins, tu l'as un peu essentialisé. Non, c'est pas essentialisé. C'est pas essentialisé, il ne faut pas employer un terme pour un autre. Non, je n'ai pas essentialisé les médecins. Je dis tous les médecins qui parlent aujourd'hui, qui constatent. Par exemple, pas Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français, qui continue de dire qu'il faut rester vigilant. C'est pas la même chose. Mais moi, attends, une chose est de dire que la pandémie est arrêtée, autre chose est de dire qu'il faut être vigilant. Il y a deux discours. Il y a le discours, est-ce qu'il y a encore la pandémie ? Ça, je crois qu'il y a un certain consensus médical qui est en train de s'établir. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire être vigilant ? Si être vigilant, ça veut dire on ne peut pas se marier, on ne peut pas faire la fête, on ne peut pas manifester, on ne peut pas jouer à la balançoire, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas aller à la piscine, etc. Basta, stop. Là, je dis, on est en train de nous installer et je crois qu'on c'est même pas forcément conscient. Je dis pas qu'il y a une stratégie de la peur. Juste, je pense que la gestion a été tellement déplorable au départ, tellement mal maîtrisée et qu'elle continue d'être mal maîtrisée que du coup, c'est une stratégie de l'hyperprudence. Et hyperprudence à tous les échelons de l'État, depuis l'État central jusqu'à l'État décentralisé dans les communes. Justement, c'était là où je voulais en venir. Est-ce que tu penses que la confiance envers le corps médical avant et après Covid va être la même ? Ou est-ce que tu penses que ça s'est renforcé, ou que la défiance s'est accrue ? Comme au départ, il y a eu ces petits cafouillages où les médecins ont dit oui, enfin les médecins qui passaient à la télé, sur les médias, etc., ont dit oui, les masques, ça ne sert à rien, etc., alors qu'en fait, finalement, ça a servi. Du coup, c'était un peu compliqué à suivre. Ah, je suis d'accord. Je pense qu'il y a eu vraiment, dans le genre cafouillage, il y a eu d'abord cette utilisation des médecins dans le conseil scientifique, qui n'était pas un conseil scientifique, qui était un conseil de scientifiques.
D'accord? C'est quand même pas la même chose. Ce que l'on a tous découvert, c'est qu'en fait, il y a des hésitations, il y a des débats, il y a de la controverse à l'intérieur du corps scientifique et des médecins. Donc ça me paraît bien normal et tout le monde en a pris conscience. Je pense qu'on était devant une nouvelle maladie, un nouveau virus. Donc certainement, au départ, il y a eu des hésitations sur la gravité, l'ampleur et la gravité de cette maladie. Je pense qu'on se prenait un peu pour des cacous. Quand l'OMS dit pandémie alerte en disant pandémie au mois de janvier, tu vois, il y en a beaucoup qui disent ouais, rigole. En Italie, quand ça a commencé à flamber, tout le monde s'est dit oh là là, les Italiens, hein, vraiment la Dolce Vita, etc. Enfin, une espèce de supériorité à l'égard des autres. Donc là, je pense que ça nous en a mis un tout petit peu une claque dans la figure. On est revenu sur Terre. Et en effet, je pense qu'il y a une appréciation sur la gravité, la dangerosité, mais on y reviendra aussi une seconde sur ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est parfois dans le déni de la gravité de cette affaire. Ce n'est pas que le taux de mortalité qui indique la gravité d'une maladie. Mais donc, c'est pour ça que je ne suis pas pour dire qu'il n'y a pas de vigilance. Mais on n'a pas forcément bien compris ce que c'était que ce virus. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de médecins qui se sont retrouvés et qui sont encore aujourd'hui, je dirais, je ne sais pourquoi ils le font, mais enfin qui continuent de dire que, par exemple, tester ne sert à rien. Moi, j'entends encore des médecins défendre l'idée que ça ne sert à rien de tester au titre que s'il faut tester, c'est-à-dire qu'il faudrait retester toute la population tous les 2 jours. Ça, c'est vraiment une position qui se ferme à la réalité des pratiques dans les autres pays. Encore une fois, en Allemagne, on a testé massivement et c'est comme ça qu'on a contenu la pandémie et qu'on a réduit absolument son impact sur la population. Encore un mot sur les scientifiques. Tu as évoqué tout à l'heure l'interview du professeur Raoult sur BFM hier soir. Oui. Qu'est-ce qui t'inspire ce personnage? On évoque, on dit souvent que s'il y avait une figure qui a émergé pendant cette crise, ce serait le professeur Raoult, ses succès à l'échelle internationale, en même temps ses coups de gueule, ses contradictions. Est-ce qu'il est encore dans la rationalité scientifique, ce professeur? Oui, je pense qu'il est dans la rationalité scientifique. Je pense que c'est quelqu'un qui a de la saveur. Donc ça, c'est pas si mal. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement fade. Alors, j'adore pas tout. Non, mais mais c'est pas mal. C'est pas mal de voir des gens qui sont un peu, qui ont un peu de, je sais pas, moi, à travers mon écran télévision, je sens son odeur à ce type. Donc, je veux dire, c'est que c'est quelqu'un. T'as pas vu de la misogynie dans la manière de. Ah ben oui. Ce que j'allais te dire, non, je ne sais pas si c'était de la misogynie, je l'ai trouvé extrêmement désagréable hier soir avec la jeune femme journaliste qui était avec Routel Krief. Il était méprisant à son égard, donc je ne le trouve pas du tout sympathique, voilà. Mais il l'assume, il s'en fiche. Hein. Finalement, d'une certaine manière, il est tout à fait content d'être désagréable. Il pense que c'est la condition pour faire passer son message. Bon, donc voilà le personnage. Je pense qu'il rentre en résonance justement parce qu'il a cette façon d'être qui n'est pas policée et qui fait du bien. on en a marre d'avoir des gens totalement policés tout le temps, toute la sainte journée. C'est quelqu'un qui n'est pas neutre dans sa personnalité. Moi, ce que je trouve qu'il a fait émerger comme question, c'est ce débat à l'intérieur de la médecine. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, il se situe un peu dans les 2 camps qu'on n'avait pas forcément bien compris. Moi, en tout cas, je n'avais pas compris qu'ils existaient. C'est ce camp de la médecine, de la pratique, d'une certaine manière, et opposé, mandarinale, mais peut-être pas seulement mandarinale, en fait. Il se trouve qu'elle a été mandarinale en France, mais est-ce que c'est forcément mandarinale? Je n'en sais rien. Et qui est opposé au camp de la médecine rationalisée, scientifique, avec tous les protocoles randomisés, etc. Et je trouve que le fait que ce débat intervienne me paraît intéressant. Voilà, je ne me suis pas complètement fait mon opinion. En tout état de cause, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au moins il a introduit un doute dans mon esprit au bénéfice d'une médecine plus humaine dans lequel l'expérience, la pratique du médecin et la relation entre le médecin et le patient sont premiers. Donc, il a dit une chose, j'aimerais bien que tu reviennes sur un truc qu'il a dit qui moi m'a frappé hier quand il était interrogé sur la manière dont lui il a été en capacité de répondre à des choses sur lesquelles l'État n'était pas en capacité de répondre. Quand il dit j'ai été appelé par Bernard Arnault qui m'a demandé ce qu'il pouvait faire pour moi, il m'a envoyé des masques, il m'a fait construire des blouses. Ça veut dire qu'il y a eu une espèce de
de micro-État dans l'institut qui était le sien, où tout ce que ne savait pas faire l'État, lui arrivait à le faire en s'entourant de chercheurs, en s'entourant d'agents Mais il n'y a économiques. pas que lui. Mais moi, alors pour le coup, je pense qu'il n'y a pas que C'est un lui. peu la crise de la débrouille, quoi. On a un sentiment qu'il nous a Oui, expliqué mais, qu'il était mais débrouille pour répondre aux demandes. ce n'est pas sans rapport avec ce que je disais juste avant. C'est-à-dire qu'en effet, il y a eu à l'hôpital le retour des médecins. C'est-à-dire que l'hôpital, depuis la loi de, je ne me souviens plus, des années 90, Roselyne Bachelot. c'est 2009 2008, je crois. Peu importe. 2009, il me semble. Enfin bref, depuis cette loi qui permet de mettre à la direction des hôpitaux des gestionnaires et non plus des médecins, on a une gestion avec des coûts d'objectifs, avec des réductions de coûts, avec une gestion comptable, comme on dit, de l'hôpital. Il se trouve que pendant cette crise, les médecins ont retrouvé le pouvoir à l'hôpital. Et donc, lui, il s'est débrouillé, mais il n'y a pas que lui. Je pense que ça s'est fait partout. Quand on voit qu'on est passé de 5 000 lits de réanimation à plus de 12 000 lits de réanimation, ça veut dire qu'on est sorti des protocoles, on est sorti des manières de faire qui certainement sont nécessaires en temps normal, mais quand il y a une période de tension et de crise, on est capable de bouger les règles et les manières de faire. Et c'est ce qu'il a fait, lui, à l'IHU, mais je pense que c'est ce qui a été fait partout. Et j'ai noté que la première manifestation des soignants mercredi, juste avant le jeudi Après le de la déconfinement, Françoise, ouais. oui, après le déconfinement, pardon, du personnel médical, ils avaient deux revendications, c'était les salaires et les lits, la première, et la deuxième, c'était la fin de la technocratie à l'hôpital. Et vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui nous étouffe. Et c'est pour ça que c'est pas sans rapport, en fait, la personnalité qu'il a, Raoult. C'est qu'il a l'air de tout sauf d'un technocrate. On va dire ça comme ça, dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer et probablement dans sa gestion. Ouais, bon. Et après, il faut faire attention aussi à la mégalomanie. C'est lui qui raconte son propre Oh, récit. Donc, je pense mais que c'est Jean-Paul certainement. Bernard Ah, Arnault mais m'a non, mais appelé. non, 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 mais moi, je ne suis pas devenue fan de Raoult. Je veux juste comprendre pourquoi il a suscité cet enthousiasme. D'abord parce qu'il a apporté une réponse à une angoisse et qu'il était le seul à dire, moi, je suis médecin et donc moi, je cherche comment je vais pouvoir apporter une réponse. Et ça, c'est quand même pas mal de se Alors, poser cette question. Alors, il y a une autre personne qui a émergé dans notre camp politique, qui a réémergé, parce que nous, on la connaissait déjà, c'est la députée Caroline Fiat, la députée de la France Insoumise, qui est aussi aide-soignante quand elle ne fait pas de politique. Et elle nous avait dit dans une midinale pendant le confinement, elle nous avait dit qu'il serait souhaitable de ne pas reprendre les mauvaises habitudes et de, par exemple, ne pas se refaire la bise après la fin de l'épidémie. Elle pense qu'on peut se passer de faire la bise. D'ailleurs, elle l'a répété dans plusieurs médias après, et parce qu'elle pense qu'il y a d'autres moyens, d'autres manières pour se saluer. Tu trouves ça pertinent? Est-ce que tu penses que c'est le moment d'amorcer une nouvelle façon, par exemple, de se dire bonjour? Ben, c'est à peu près le contraire de ce que j'ai dit au départ. Ouais, c'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est que je veux bien arrêter d'embrasser mon père pendant les 2 mois où je craignais qu'il y ait le virus. Mais moi, j'ai besoin de toucher mon père. Je pense qu'il a besoin, comme nous tous, d'avoir des contacts physiques, des signes d'affection, de sentir l'autre, voilà, que l'amour se transmette comme ça. On n'est pas obligé, moi, ça me casse on m'a toujours cassé les pieds de faire la bise à tout le monde, à la queue leu quand on arrive dans une réunion qui a 25 personnes et qu'il faut, en plus, en région parisienne, on en fait 4, alors qu'il faut faire 4 fois 25 sans bise, c'est beaucoup trop. Donc, on n'est pas obligé de se faire tout le temps la bise. Par contre, poser comme principe qu'on ne se fait plus la bise, moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est qu'il faut, encore une fois, faut être… on peut se réinterroger. Moi, c'est certain, par exemple, que je trouve que les réunions Zoom, ponctuellement, ça peut être intéressant. On peut plus facilement se parler, échanger, travailler ensemble. En revanche, je ne crois pas du tout que ça puisse se substituer au fait de se rencontrer pour produire des idées nouvelles, pour inventer des choses que l'on a à faire dans toutes les circonstances du travail, de la politique et du reste. Donc, voilà, ce que je crois, c'est qu'il y a des choses intéressantes qui ont pu émerger, dont on pourra se servir. Je pense qu'il faut être raisonnable et rationnel et adapter nos gestes à la réalité de la menace. Parce que, écoutez, ça fait plus de 30 ans qu'on cherche le vaccin contre le VIH, qu'on n'a pas trouvé. Donc, si on commence à se dire qu'on va tous vivre dans cette psycho généralisée jusqu'à l'arrivée du vaccin contre le Covid,
Bon, j'espère qu'on trouvera le vaccin contre le Covid. Les Chinois l'annoncent pour la fin de l'année, ça serait formidable. Mais si ce n'était pas le cas, voilà, on ne va pas ne pas s'autoriser tous les rassemblements collectifs. Il semblerait que la fête de l'humanité n'aura pas lieu. Ça, par exemple, ça me paraît totalement désastreux. Voilà. Donc, si on perd la fête de l'humanité, alors cette année c'est une chose, mais si l'année prochaine, parce qu'il n'y a pas de vaccin contre le coronavirus, il n'y a toujours pas la fête de l'humanité, bon, bah, c'est un temps très important dans la vie politique, populaire, culturelle, qui s'arrêterait. Et ça, c'est pas bien. Voilà. Et qu'on ouvre le Puy du Fou et qu'on ne fasse pas le Festival d'Avignon, franchement, pour moi, c'est pas un gain. Donc, voilà, je trouve que tout ça est très erratique et ne fait pas appel à la raison et à la confiance. Justement, tu parlais de politique il y a un instant. Cette semaine, on a eu mardi soir le dépôt des listes pour le second tour des élections municipales. Quelle lecture tu fais, toi, des accords de second tour à ces élections, des alliances plutôt à géométrie variable à gauche? Qu'est-ce que ça dit de l'état de la gauche? Ce que tu viens de dire. Là, je sais pas, c'est du n'importe quoi. Enfin, bon, je m'attendais pas à cette question parce que c'est vraiment sans transition. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie tension entre les écologistes et le Parti socialiste, probablement pour le leadership entre eux deux. Donc là où le Parti socialiste est en position de force, il a décidé de ne pas trop leur faire de place, ce qui ne veut pas dire que ponctuellement ils ne veulent pas les intégrer, voire intégrer des éléments de leur discours. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a vu, par exemple, à Lille, par exemple, à Toulouse, par exemple, à Paris, les objets de conflit entre le Parti socialiste et les écologistes portés sur des problèmes de l'urbanisme et de l'idée en général du développement économique. Et que le Parti socialiste n'a décidément pas fait d'aggiornamento. Il veut bien rajouter des pistes cyclables, il veut bien planter des arbres, mais en tout cas, les éléments du dynamisme d'une société, il continue de les voir dans la croissance économique, la consommation, la densification, etc. Donc, je pense que ça indique un vrai problème à l'intérieur de la gauche. Ça, je dirais, c'est pour les socialistes et les écolos. Je pense que les écologistes hésitent beaucoup aussi sur leur positionnement. On les voit parfois liés avec le Parti communiste et la France insoumise, et parfois cherchant l'alliance avec le Parti socialiste. Donc, ils hésitent un peu sur là où ils se trouvent. Moi, j'habite à Bagnolet et je suis ravie de savoir qu'ils se sont alliés avec le Parti communiste et la France insoumise à Bagnolet, et pas avec le maire sortant socialiste. Il aurait très bien pu en être autrement. Concernant le Parti communiste et la France insoumise, le plus souvent, ils sont ensemble. Les fois où ils ne le sont pas, ça me paraît absolument d'un absurde qui… Comme à Saint-Denis. Oui, mais il n'y a pas que à Saint-Denis. Hein. Il y a des tas d'endroits où… C'est quand même un des symboles du Parti communiste français. Elle risque de basculer, la ville de Saint-Denis. Oui, je pense que c'est extrêmement grave ce qui se passe à Saint-Denis. En effet, parce que c'est pas simplement un symbole du Parti communiste français, c'est aussi un symbole de la banlieue parisienne. Saint-Denis, c'est l'autre ville en région parisienne, c'est-à-dire c'est une ville historique en région parisienne, à côté de la capitale Paris, là où étaient enterrés les rois, c'était à Saint-Denis. Il y a historiquement un lien entre la basilique Saint-Denis et le Louvre à travers la route qui relie Saint-Denis au cœur de Paris. C'est dans l'histoire de France une ville particulière. D'ailleurs, Saint-Denis a été fortifiée jusqu'au 19e siècle. Donc, c'est une ville avec une vraie histoire et c'est une ville qui représente la banlieue. Et je pense que le fait que Saint-Denis soit communiste n'avait rien à voir avec le hasard. Et si Saint-Denis n'est plus communiste ou communiste allié avec la France insoumise, enfin, ce que je veux dire, ce camp qui se place du côté, j'allais dire, de la transformation profonde de la société, du peuple, etc., ça sera en effet un événement symbolique marquant et je trouve désastreux qu'il n'y ait pas eu d'alliance entre le PC et la France insoumise. Merci beaucoup, Catherine. À bientôt.